Jean-Claude, vous assumez l'humour, mais moi je vais vous challenger sur votre dernier bouquin, parce que Piégé dans son couple, là, c'est pas vraiment de l'humour. Et on en discutait tout à l'heure, vous me disiez, bon, c'est un sujet un peu plus plombant. Ouais. Alors là, il va falloir que vous l'assumiez aussi. Vous confirmez? Oui, alors là, totalement. D'ailleurs, je l'avais pas décidé moi-même. Hein. Moi, je décide de mes livres en général. J'ai plein d'idées de livres, j'ai envie. J'ai 30 livres qui sont en chantier, avec des fiches dans les tiroirs qui sont commencés. Un livre, c'est 1 an ou 2 ans, donc je ne les ferai pas. Ces livres-là, j'ai des désirs de travailler sur tout. Et en même temps, parfois, il y a des choses qui m'arrivent que je n'avais pas décidé moi-même. Là, ça m'est arrivé comment? J'étais dans cette enquête sur Un lit pour deux, dormir à deux, ce révélateur de la grande contradiction du couple entre le désir de la proximité, d'être avec l'autre, et puis le désir en même temps de distance, de confort personnel, de bien-être personnel, quand l'autre peut devenir un gêneur, quand il prend toute la place dans le lit, quand il ronfle, quand il a trop chaud alors qu'on a trop froid, etc., etc. Donc c'était les petites choses, encore une fois, mais très révélatrices, et je recueillais des témoignages. Et dans ces témoignages, sur mon blog, hein, donc j'avais 200 témoignages et à peu près, et dans ces témoignages, il y avait des choses beaucoup plus lourdes, et notamment une phrase d'une femme, et je ne sais pas pourquoi elle avait parlé au pluriel d'ailleurs. Elle avait dit nous les femmes agrippées au bord du matelas, ou au bord du lit, je ne me souviens plus. Et cette phrase a déclenché un flot d'autres témoignages qui n'avaient plus rien à voir avec les petits agacements dans le couple à l'intérieur du lit, qui faisaient état d'une souffrance qu'on ignore d'un certain nombre de couples très lourdes. Alors là, on est très loin de l'humour, on est dans une souffrance intense. Alors, une petite question je vous pose, parce que vous êtes debout et je suis mais vous pouvez vous mettre debout. Sentez-vous libre. Non, on avait dit que la liberté, Antoine, c'était aussi de se mettre debout. Non, parce que j'ai l'impression d'un interrogatoire et il me manque la lampe. Jean-Claude, vous préférez être debout aussi? Ah, mais moi, ça m'est égal complètement. Alors non, comme vous voulez. Ah, comment, on reste debout, voilà. Bon, on reste debout alors. Hein, bon, voilà. Non, mais tout à l'heure, Jean-Claude m'avait dit qu'il préférait être debout, donc. D'accord. Bah oui, voilà, alors faut lui faire plaisir. Non, ça m'est égal. Alors on va pas continuer notre tour de comique là sur le debout assis, mais moi je voudrais revenir à votre dernier bouquin parce que avant de rentrer dans le vif du sujet de la confiance, parce qu'on comprend très bien que ce qui se passe dans le couple, vu la porosité qui est entre la vie privée et la vie professionnelle, ça a un impact dans les entreprises, dans les organisations dans lesquelles les femmes comme les hommes travaillent. Mais avant ça, il y a 2 choses qui m'ont marqué pour leur connexion avec ce que font les happy men. C'est le premier terme que vous avez utilisé. Vous avez dit que dans votre analyse, vous aviez vu dans Piégé dans mon couple, c'est que les hommes ne voulaient pas se prendre la tête. Ça, c'est le premier terme. Et deuxième point sur lequel j'aimerais que vous réagissiez par rapport à votre dernier bouquin, c'est que vous mentionnez que les hommes sont aujourd'hui porteurs d'une idéologie du bien-être. Alors pourquoi je dis que c'est connecté? Parce que les happy men, eux, au contraire, ils se prennent un peu la tête, ils se posent des questions, ils mettent les sujets sur la table. Et puis sur le deuxième point, oui, enfin ils le font, ils le font, Antoine, soyons positifs, le verre à moitié plein. Et sur la question de l'idéologie du bien-être, c'est que nous, côté happy men, ce qu'on veut, c'est le bien-être, favoriser le bien-être. Et donc pourquoi cette idéologie du bien-être serait-elle une mauvaise chose et pourquoi les femmes la ressentent-elles comme étant une forme d'absence de prise de responsabilité? Oh là 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 là. C'est compliqué, hein? Là, il y a 14 questions. Ouais. Donc, je vais... Alors, un petit mot quand même sur le livre. C'est une situation extrême, une situation de souffrance énorme qu'on ignore, des situations où des femmes surtout sont en souffrance considérable dans leur couple et ne parviennent pas à prendre la décision de rompre. On a l'impression que le divorce est facile un peu partout. Non, il y a des cas où il y a cette situation-là. Mais cette situation extrême révèle des positionnements hommes-femmes extraordinairement clivés. Et c'est très, très étonnant. Alors, pas tous les hommes, pareil, pas toutes les femmes, chaque histoire est particulière, mais dans ces cas extrêmes, il y a un clivage très fort. Des femmes qui sont en souffrance très, très grande, qui voudraient essayer de comprendre comment la situation les a amenées là, et des hommes qui répondent à cette situation de souffrance par un repli sur eux-mêmes, complet, un enfermement sur soi. Des hommes. Ouais. Ils se murent dans le silence et ça va plus loin. Hein. C'est comme un suicide intérieur. Ils disparaissent totalement et dans des cas limites, ils ne restaurent alors on est très loin des happy men. Hein. Ils ne restaurent leur estime de soi qu'en dénigrant la partenaire, qu'en la rabaissant. Si je suis dans cette souffrance, c'est que c'est de sa faute. Et on voit naître ce qu'on appelle le pervers narcissique, qui n'était pas pervers narcissique avant l'entrée en couple. C'est ce fonctionnement conjugal dysfonctionnel qui l'a fabriqué de telle manière.
Pourquoi c'est intéressant, pourquoi on peut faire un lien, c'est que cette situation extrême de femmes qui voudraient comprendre absolument, qui essaient de rentrer dans la communication, qui sont dans un stress très très fort, et des hommes qui disparaissent en eux-mêmes, révèle un jeu de rôle dans le couple aujourd'hui. Il y a un jeu de rôle. Il y a à la fois, je m'excuse, je vais prendre 3-4 minutes, parce que le sujet est beaucoup plus complexe. On est au cœur du sujet. Il y a une inégalité de position dans le couple qui est très forte, et on est très loin d'arriver à l'égalité. Je n'arrête pas depuis 30 ans d'entendre le discours, mais regardez, chez les jeunes, c'est en train de changer. Non, il faut le dire franchement. On est bien d'accord. On a fait des efforts considérables. Mais on est comme sur un paquebot qui avance lentement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus, les moteurs sont coupés. On avance, on continue à avancer, mais un petit peu comme ça par la force d'évolution. Qu'est-ce qui coupe les moteurs pour vous, en fait? Alors là, je vais répondre plus tard, parce que c'est toute une conjonction de facteurs, la remontée des valeurs traditionnelles, notamment le désir de repli et de sécurisation dans des valeurs traditionnelles, d'identité masculine et féminine plus clivée, ça se liait même dans la montée dans le féminisme, d'un féminisme identitaire et différentialiste qui renforce les identités de genre. Tout ce qui renforce les identités de genre mène à une guerre des hommes contre les femmes et à une difficulté pour avancer vers l'égalité. Parce que pour avancer vers l'égalité, il faut déconstruire un peu les identités de genre. Il faut être avant tout des individus qui sont en marche dans cette perspective, cette utopie de la démocratie, qui sont en marche vers l'égalité absolument complète et qui vivent leur situation d'hommes et de femmes à leur manière, qui construisent de manière personnalisée leur féminité et leur masculinité. Si on renvoie d'un cadre de définition de ce que c'est l'être femme et ce que c'est l'être homme, on va réalimenter la mécanique inégalitaire. Il faut savoir que la mécanique inégalitaire, elle est très profonde, elle est d'une puissance énorme et spontanément, elle se réalimente. Si on ne la combat pas, et on ne peut la combattre qu'en étant ensemble, hommes et femmes, ensemble, ça c'est si c'est guerre homme contre femme, on alimente au contraire l'effet pervers. Donc ça, il faut faire attention, mais si on ne se mobilise pas, ça se réalimente. Alors on a fait des progrès considérables par rapport aux années 50, mais ce seront les derniers pas qui seront les plus difficiles. Or, ce fameux plafond de verre, vous l'avez très bien dit, il est alimenté principalement, c'est très louable les efforts que vous faites dans les entreprises, c'est essentiel, c'est merveilleux, mais le foyer principal, c'est dans le couple quand même. Regardez les chiffres de l'INSEE, partage des tâches ménagères, je rappelle pas ça. Donc là, on dit, ils doivent se tromper, ça va être des vieux chiffres. Non. En plus, tout dernièrement, on commence à vivre une très légère, les signes d'une possible inversion, d'un petit retour en arrière. En plus, il faut le dire, c'est important. Et en plus, ces différences dans le travail manuel, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est dans la charge mentale. Il y a une BD qui cartonne là, sur la toile. Magnifique. Cette question de la charge mentale est tout à fait centrale. C'est-à-dire qui a la famille dans la tête, toutes les petites choses, et l'homme qui est vraiment, une grande majorité d'hommes sont un petit peu sur un arrière-fond de culpabilité, ils sont mal, il y a un mal-être, ils sont gentils, et ils vont dire « Pourquoi tu ne m'as pas demandé pourquoi tu ne m'as pas demandé? J'aurais fait ». Il y a cette bonne volonté, mais qui est le plus investi? Alors, je m'excuse, j'avais commencé, ça c'était un très long tunnel, mais j'avais commencé, il y a deux éléments qui expliquent ce maintien de l'inégalité. Il y a une mémoire historique différentielle. Ça n'a rien à voir avec le biologique. C'est le fait qu'on fonctionne, on en parlait tout à l'heure dans l'entreprise, mais aussi beaucoup dans le couple, on fonctionne sur des routines. Environ plus de 90% des gestes dans la maison ne passent pas par la conscience, passent par des automatismes qu'on a intégrés. Par exemple, j'ai fait un travail sur leur passage, le linge. Que doit-on repasser? Beau sujet de société. La diversité, la variété est immense. Il y a dans mon enquête sur un petit échantillon, ça allait de 7 heures par semaine à 0 minute. Rien du tout. Ou 7 heures, vous n'êtes pas du tout dans le même monde. Si vous êtes dans 0 minute, ça change la vie complètement. Et exemple, cette femme qui me disait, moi je ne repasse presque rien, les chemises, les thés d'oreiller et les mouchoirs. Chaque réponse des gens. Et elle voit mon œil s'allumer et je vois que ça la dérange, parce qu'elle n'a pas envie de parler de ça. Et je lui dis, mais quand même, bon, chacun sa vie, chacun ses choix, mais vous ne repassez presque rien, c'est très bien. Vraiment,
C'est une convention sociale, le repassage. Hein. Si on décidait tous ensemble, on pourrait arrêter de repasser. Ça ne sert à rien, le repassage. Hein. Bon, on pourrait le décider. Je pense qu'on détruirait des emplois, là, hein, si on arrêtait de repasser. Pardon ? On détruirait des emplois si on arrêtait de repasser. Oui, parce que vu le temps que ça prend... Non, mais je dis, ça pourrait être un débat de société. Hein. On n'ose pas mettre des thèmes privés dans les débats de société, on pourrait. Donc, je lui dis, la chemise d'accord, mais les têtes d'oreiller et les mouchoirs, pourquoi ? Et sa réponse est extraordinaire. C'est d'abord du silence, et je la vois qui se tasse un peu, ses yeux qui s'écarquillent, et répète la question. Les têtes d'oreiller et les mouchoirs, pourquoi ? Elle n'arrive même pas à rentrer dans la question, quoi. Et au bout d'un moment, arrive sa réponse, ça va être la délivrance. Et moi, je n'ai pas compris, ça va être la conclusion théorique de mon enquête 2 ans plus tard, hein, qu'elle m'a dit quelque chose d'énorme. Elle me parle comme Bourdieu. Elle me dit, parce que c'est comme ça. Et moi, je crois qu'elle ne m'a rien dit. Et je lui dis, oui, d'accord, mais pourquoi c'est comme ça ? Elle me dit, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle ne m'a pas dit ça avec ces termes-là. J'ai une évidence incorporée qui fait que ma vie est, tiens, j'ai des repères face à mon tas de linge. Je ne vais pas me poser la question, pourquoi les têtes d'oreiller et les mouchoirs ? Sinon, si je commence comme ça, tout se déconstruit. Des milliers de gestes, de rapport aux objets, aux poussières, à partir de quand une poussière devient problème et qu'il faut... Tout est réglé par ce que les cognitivistes appellent la mémoire implicite ou l'infraconscient cognitif, c'est-à-dire ces automatismes. Sauf que chacun les construit à sa manière. Et à cause de l'histoire différentielle, du côté femme, il y en a 1000 fois plus que du côté homme. C'est pour ça que mon livre sur les petits agacements, je n'avais que des témoignages féminins. Les hommes, je n'arrivais pas. Et sur les autres, vous avez des témoignages d'hommes nombreux, beaucoup plus nombreux ? Alors, il y a toujours un décalage. Ou ça reste très minoritaire ? Alors, si, sur la cuisine, là, j'avais des hommes, par exemple. Ouais. Mais en général, j'ai beaucoup plus de femmes. Mais là, sur les agacements, je n'arrivais pas à avoir des hommes. Et quand je coinçais quelques hommes, ils me disaient, si, il y a plein de choses qui m'agacent, mais je préfère ne pas en parler. Parce qu'il y a plus grave que ça. Le plus important, c'est qu'elle me fatigue. Et puis j'ai peur que si je parle de tels problèmes d'agacement, tout va sortir. Ça arrive, ça part. Bon, j'essaie de faire bref, hein, je suis désolé. Donc, il y a ce paquet de schémas incorporés, ce qui fait que, par exemple, l'homme, il va passer le balai, mais ça troublerait un psy, il va oublier un peu les coins, quoi, hein, d'une certaine manière, où il fait une pile de linge, elle est un petit peu toute tordue. Et là, quand l'emplacement des choses ne correspond pas au schéma intégré, il y a un trouble, un mal-être, un agacement. Et il faut le résorber. On ne peut le résorber qu'en remettant les objets en correspondance avec le schéma incorporé. Donc on va reprendre le balai, puis on va dire, bon, c'est juste un petit geste, c'est pas bien grave. Puis j'aime autant le faire moi-même parce qu'il fait mal de toute façon, quoi, puis ça m'agace. C'est là où elles deviennent fatigantes ? Ça, c'est le mécanisme de la reconstitution de l'inégalité. Après les débuts du couple qui commencent pas trop mal aujourd'hui, c'est très léger les débuts du couple, petit à petit, surtout avec l'arrivée du premier enfant, ça se remet en place et on arrive aux chiffres de l'INSEE. Donc il y a ce poids d'une mémoire historique qui évolue, mais qui est à évolution incroyablement lente. J'avais pronostiqué que pour arriver à l'égalité, si ça évoluait bien, il faudrait 2 à 3 siècles. Ce n'est pas une plaisanterie du tout. Maintenant, je suis plus pessimiste. Bon. Jean-Claude, il y a quelque chose sur quoi je voudrais rebondir. Je suis désolé de vous interrompre. Oui, je mets juste le titre. Donc, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est quelque chose de plus actuel, le jeu de rôle qui se met en place, homme-femme, dans le couple. Alors, c'était sur la question des hommes qui ne parlent pas. Voilà. Parce que voilà, les hommes ne parlent pas, mais est-ce que aujourd'hui, ce qu'on fait côté Happy Men, est-ce que ça vous semble une bonne chose de faire parler les hommes ? Est-ce que ça peut vous servir de terrain d'expérimentation ? Parce que le fait de mettre les choses sur la table, est-ce qu'à votre avis, ça va dans le bon sens ? Ça change, Jean-Claude. Je donne une petite précision sur les Happy Men. En fait, le réseau, il est fait pour que les hommes se parlent entre eux, effectivement. Il y a pour qu'il y ait une verbalisation. Tout de suite après, ils travaillent avec les femmes. Ils sont pas du tout. C'est prise de conscience entre hommes et après, travail avec les femmes, bien sûr. Alors, c'est crucial. C'est absolument crucial. La communication, ce n'est pas toujours facile. La communication conjugale, c'est quelque chose de très difficile. Parce que là, il y a des modèles de perfection qui se baladent, il faut tout se dire, c'est tout simple. Non, ce n'est pas simple du tout. On parle beaucoup dans le couple, on bavarde, c'est un bavardage très utile. On construit une culture commune par la communication quotidienne. On commente l'actualité, on critique les amis et la famille, très utile ça. Leur manière de passer les vacances ou d'élever les enfants, c'est n'importe quoi. C'est complètement nul. Donc si on dit ça, on se donne des bons points et on construit notre propre philosophie. Donc ça marche bien.
Mais la communication en face à face sur les insatisfactions de chacun, les attentes, les agacements, et tout ne peut pas se dire. Le geste qui agace, si derrière ce geste, on reconnaît l'attitude du beau-père ou de la belle-mère, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être... Il y a des boîtes noires difficiles à ouvrir. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même dans le couple. Hein. Et il y a plein d'activités de manière très subtile. L'humour, c'est qu'il y a un langage à double entente. Je te dis ça, mais je ne te le dis pas parce que c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, mais je te le dis quand même. Et suivant ta réaction, je vais jouer le langage non verbal, les allusions, etc. C'est extrêmement difficile, il faut le savoir. Donc, cette logique de discussion est tout à fait essentielle, surtout que les hommes, dans le couple, ont un problème. Alors, il faut peut-être dire un mot là-dessus. Pourquoi ils ont un problème avec la communication? Parce que les hommes, ils sont capables de parler. Hein, je ne vais pas, moi aussi, utiliser des stéréotypes, mais s'il y a le résultat dans tel café, d'un match PSG-Marseille, je ne sais trop quoi, au bar, ça, ils parlent, les hommes. ça va être exubérant, etc. Donc, ils parlent dans la famille et dans le couple. Notamment, ce sont souvent les clowns du foyer aujourd'hui. Ils sont capables de faire rigoler avec les enfants, de créer une dimension humoristique, etc. Mais dans la vraie conversation, l'attention à l'autre et aux attentes de l'autre, ça leur fait très peur. Pourquoi? Ça, il faut l'expliquer. C'est, en 2 mots, ce jeu de rôle qui est installé, et ça, ce n'est pas un héritage de l'histoire. Les femmes se sont engagées en couple pas pour rigoler. Hein. Elles se sont engagées de manière entière, avec une énergie qui est complètement déstabilisante et un peu fatigante pour les hommes. Alors pourquoi cette énergie? C'est le résultat de leur trajectoire historique, encore une fois. Elles ont conquis des positions nouvelles. Leur posture corporelle, vous avez parlé de mon enquête sur les seins nus sur les plages, qui apprend incroyablement de choses sur le fonctionnement de la société. C'est bizarre, hein. Mais quand ces seins nus sont arrivés dans le milieu des années 60, c'était une surprise, une incompréhension totale. C'était un changement de posture corporelle pour les femmes. Jusque-là, c'était un corps très discret, en arrière-plan, yeux baissés, etc. Et là, elles arrivaient sur la plage avec une assurance, une aisance un peu provocatrice, une capacité à se dévoiler, tout en obligeant un petit peu le regard des hommes à glisser un petit peu sur leur corps. Alors au début, les hommes, ils avaient trouvé ça sympathique, finalement, sur la plage, pas déplaisant, cette chose. Et puis très vite, ils ont déchanté. Comment, par exemple, draguer une femme sur la plage qui enlevait le haut de maillot? Très vite, ils se sont dit que de toute façon, c'était compliqué et ils n'allaient pas draguer cette femme-là parce qu'ils étaient complètement déstabilisés face à cette situation. Donc cette énergie, ce changement de posture corporelle a été transféré dans le couple. C'est-à-dire les femmes arrivant dans le couple ouvrent des stratégies, des projets, des rêves, des nouveaux chantiers dans tous les domaines, l'entretien de la maison, la décoration, les attentes par rapport au fonctionnement conjugal, le suivi des enfants, on n'en parle pas. Alors là, les hommes, ils pourraient faire le suivi scolaire, les happy men font le suivi scolaire. Hein. Mais dans beaucoup de couples, c'est là qu'on voit que c'est une question, l'égalité, c'est avant tout, c'est pas une guerre hommes-femmes, c'est une guerre des hommes contre eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils se poussent un petit peu des fois quand ils ne sont pas happy men, et puis une guerre des femmes contre elles-mêmes. C'est là le point de blocage principal. Il faut qu'elles acceptent que ce soit fait différemment à ce moment. Sur le suivi scolaire, c'est frappant. Il y a des fois, les enfants, tout contents, ils disent « On a fait les devoirs avec papa ». Et maman, il dit « Avec papa, ça compte pas ». Et puis les enfants, ils aiment bien avec papa, parce qu'on rigole, c'est sympa, ils racontent des histoires, mais avec maman, c'est l'avenir qui est en jeu. Et on va répéter 5 fois, 10 fois le truc. Bon, je ne veux pas dessiner la position des femmes comme des mégères dans les foyers. Elles sont aussi d'ailleurs en souffrance par rapport à ça, parce qu'elles sont porteuses des angoisses. L'autorité, il y a 30 ans, l'autorité était portée au moins en théorie par les hommes. C'était les chefs de famille au bout de la table qui pouvaient déléguer à la femme, mais quand la maman disait « si tu continues à faire des bêtises, je vais le dire à papa », les enfants, ils flippaient. Et aujourd'hui, il y a encore des mères qui disent ça, mais les enfants, ils regardent, ils n'ont pas peur de papa. Hein, parce que ces hommes qui étaient porteurs de l'autorité, ils sont devenus des nouveaux enfants un petit peu dans la famille qui créent cet univers de... Mais je termine, alors je suis très bavard, je vous l'avais dit. Juste un mot, je termine pour le silence, pour comprendre. Face à cette énergie, alors les hommes, ils font des efforts, beaucoup font des efforts, des petits efforts des fois.
Il y en a qui n'en font pas. Il y en a aussi qui ont de la mauvaise foi. Ils ont vu que s'ils faisaient mal, c'était repris en main. La femme était agacée et reprenait en main. Donc ils en font un peu exprès de faire mal, de passer le coup de balai arrondi. Mais il y a une majorité qui ont un arrière-plan de culpabilité. Ils se sentent mal de ne pas faire plus et ils essaient de faire un petit effort. Pourquoi tu ne m'as pas demandé, quoi. Ils croient bien faire en disant ça. Pourquoi tu ne m'as pas demandé et j'aurais pu faire. Mais ce qu'ils font n'est pas très reconnu. Parce que ou cette phrase « j'aide ma femme », ce qui est une phrase assez paradoxale. Ou cette phrase est « j'aide ma femme ». Oui, j'aide ma femme, oui. Je descends les poubelles, mais non, je le conçois comme « j'aide ma femme ». Bon, ceci dit, on peut partir de là. Il faut voir que c'est une suite de petites victoires dans le couple, et pour toute l'égalité. Et quand on a obtenu une petite victoire, il faut voir que c'est quelque chose, parce qu'on enclenche une mécanique, absolument, et peut-être la confiance et l'échange, la communication. Mais juste sur le silence, parce que là, je suis trop long. Simplement, par rapport à... Ils savent qu'ils déçoivent les hommes, qui ne sont pas à la hauteur. C'est une phrase que j'arrête pas d'entendre dans la bouche des femmes. Il est gentil, mais franchement, il n'est pas à la hauteur. Surtout par rapport à des questions d'autorité, de responsabilité vis-à-vis des enfants. Il n'est pas là, quoi. C'est moi qui assure. Donc, et les hommes le pensent aussi, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Oui, ou c'est que les femmes qui pensent à les hommes. Oui, ils en ont, conscience, mais ils sont pas forcément tous convaincus par la hauteur. C'est-à-dire ils trouvent que parfois c'est too much quand même. Et donc ils rentrent dans cette idéologie de pas se prendre la tête, essayer de créer une ambiance de bien-être, tranquille. Et justement, ils ont peur qu'il y ait c'est pour ça qu'ils résistent à la communication intime. Ils ont peur qu'il y ait une rouverture d'une conversation et puis potentiellement conflictuelle avec des reproches proches. Mais même des fois de cette logique de communication. Dans le lit, j'avais cette scène le soir, on se couche, il faut régler le souhait de moment à soi, etc. Mais il y a souvent un petit rituel conjugal avant, la plupart du temps, de se tourner le dos pour avoir son espace perso, pour bien dormir tranquille. Un petit rituel, un petit bisou, un petit bonsoir. Et là, très souvent, les femmes, sur l'oreiller, comme ça leur vient une envie de discuter un peu, mais gentille, comme ça, de profiter de cette proximité, de cette intimité. Et alors là, l'homme qui flippe. Qu'est-ce qu'elle va me demander? Et qui fait l'endormi, très souvent. Dans d'autres contextes, c'est la femme qui fait l'endormi, ou qui répond par des petites phrases brèves, parce qu'il a peur que ça commence comme ça, un petit bout de discussion, et puis toc, il y a une vraie discussion qui se rouvre, alors qu'il faut débrancher pour s'endormir. Bon, j'arrête. Ça, on a l'impression d'y être quand vous le racontez, Jean-Claude. On est dans le lit, là, au milieu. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans tout ce que vous avez écrit, mais c'est des recettes. Est-ce que vous avez identifié des bonnes pratiques de confiance, d'égalité dans des couples? Parce qu'il nous faut ça aussi, nous, pour progresser. Alors là, je vous ai parlé de l'égalité. La confiance, c'est autre chose, et il y a un lien, vous avez raison, entre les deux, mais c'est en même temps autre chose. Donc il y a la confiance dans l'entreprise, mais la confiance dans le couple. Alors il y a des fonctions du couple, et suivant les sociétés, il y a des fonctions, si on remonte à plusieurs siècles, surtout des fonctions de matériel, de constituer dans la ferme, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle fonction qui se développe et qui devient centrale, c'est la construction de la confiance mutuelle qui renforce l'estime de soi. On est dans une société qui est destructrice pour l'estime de soi personnelle. Il y a un mécanisme derrière, je ne commence pas à l'expliquer. Aussi, un instant quand même, c'est sûrement très intéressant. Bon, je vais essayer, de faire bref. On sort d'une société où il y avait des hiérarchies très instituées. Il y en a encore, à l'école, on a des notes, etc. Mais où il fallait être à sa place, à la hauteur des attentes, correspondre aux attentes, et on était noté par le haut d'une certaine manière, en schématisant un petit peu. Et on est de plus en plus dans une société où fonctionne une évaluation mutuelle dans tous les sens. Chacun note chacun, notamment par rapport à sa vie privée, vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut tout réussir aujourd'hui. Il faut tout réussir, il faut présenter sa réussite. C'est pour ça qu'on ment. D'ailleurs. Il faut présenter sa réussite pour avoir des... Il faut même réussir ses vacances. Au retour de vacances en septembre au bureau, il faut même réussir sa météo maintenant. Personne n'a raté les vacances, c'est sûr. Personne ne rate ses vacances. Ah mais non, parce que là, on peut sinon on réécrit l'histoire. Non, mais on trouve toujours, le moyen, sans mentir,
de reprendre, d'avoir un beau récit, de présenter le bon côté des choses. Et ça, c'est pour se donner des bons points dans l'estime de soi, et on va se comparer aux autres. Et c'est pour ça que je disais qu'on critiquait les amis et la famille, parce qu'eux, on les adore en même temps, hein. On les adore vraiment, mais on va les descendre parce que c'est la seule manière de se donner des bons points. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun note chacun, mais avec ses propres critères. X, il dit qu'il a réussi parce qu'il gagne plein de fric. Mais ce n'est pas ça qui est important dans la vie, il vient de divorcer, etc. X, on lui met une mauvaise note. Et X, dans le regard des autres, il sent bien qu'il est mal noté, quoi. Donc, comme chacun note chacun avec ses propres critères et se favorise lui-même, il y a un déficit structurel d'estime de soi dans la société. Donc, on a besoin de restaurer la fierté, l'estime de soi, et on a des lieux pour ça. Et ces lieux principaux, c'est des petits mondes d'amour. Ça peut être dans l'amitié, et puis c'est dans la famille. Idéalement, la famille, il faut que ça fonctionne comme ça, comme un lieu de restauration de l'estime de soi. J'avais, dans mon enquête sur les repas, j'avais la discussion du repas du soir. Très souvent, il y avait le récit de journée dans l'entreprise, avec tous les malheurs que l'on avait subis, avec un chef de service, une collègue, et le conjoint qui compatit. Hein, t'as encore fait ça. Mais... Alors, il ne fallait pas que le récit soit trop lourd et répétitif, quand même, parce que le conjoint fatiguait, quoi, hein. Mais il y a un rôle de thérapeute du conjoint. Il est notre premier fan obligatoire. On a un fan à la maison qui nous remonte le moral parce qu'on a raison. Et ça, c'est la relation de confiance et de reconnaissance mutuelle qui est tout à fait centrale. Quand il y a le moindre doute sur la confiance, ça se brise. Je me souviens d'un exemple, ce jeune couple qui allait faire les courses ensemble. En général, il ne faut pas aller faire les courses ensemble, ou alors sur le marché quand c'est un peu loisir et détente. Et là, il y avait un drame en arrivant à la caisse, parce qu'il demandait si sa compagne avait été prendre des fruits et légumes et arrivait avec les petits sacs. À chaque fois, il lui demandait si elle avait bien pesé les fruits ou les légumes. Et là, ils étaient au bord du divorce, hein, parce qu'elle était près de l'explosion. Et en fait, lui, il avait un problème avec lui-même. C'est-à-dire que lui-même, quand il prenait des fruits ou des légumes, il avait toujours peur d'avoir pas pesé et il vérifiait 10 fois. Chacun a ses petits problèmes, ses petites manies. Donc, il posait la même question à sa compagne. Mais elle le prenait comme un manque de confiance. Et cette confiance, elle est fondatrice du couple. Alors, en apparence, c'est différent de tout le processus très précis qui mène à l'inégalité dans le couple, ce que j'ai dit, tout l'héritage historique, la mémoire différentielle, plus le jeu de rôle, etc. Mais il y a un lien quand même très fort entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont essayer là encore, de défendre la façade, de dire mon homme n'est pas si mal que ça, qui vont mettre en avant tous les efforts qu'il peut faire. Je me rappelle de cette femme qui me disait, je lui dis, il fait des choses, il dit, oui, il fait la cuisine. Je dis, oui, mais quoi comme cuisine? En fait, il faisait le barbecue l'été, quoi, hein. Donc, c'est une manière de présenter les choses, mais à un certain moment peut monter un agacement et une insatisfaction de la part des femmes, en se disant, quand même, c'est moi qui ai tout sur le dos, qui fait, et en plus le pire, c'est la charge mentale quand elle devient stressante, etc. Et là, on est dans une mécanique qui va détruire les relations de confiance. On va lancer des petites phrases d'agression, de dénigrement. Alors effectivement, en apparence, les deux processus ne sont pas liés, mais ils sont totalement liés. Et puis, c'est cette relation de confiance qui va ouvrir à la possibilité d'une communication plus sereine. Alors là encore, moi, on me dit, vous êtes pessimiste, parce que je dis, on n'est pas à l'égalité. Non, je ne suis pas pessimiste, je dis, attention, c'est compliqué, c'est difficile, on n'y est pas arrivé. Donc, on comprend mieux pourquoi ça coince d'une certaine manière. Et pareil pour la communication, je dis, c'est pas simple. Et si on a du mal à y arriver, c'est normal. Mon livre sur les petits agacements a eu un effet thérapeutique pour les gens qui ont témoigné dedans. Ils se sont dit, on comprend. Donc il faut en parler de ces petits agacements, et c'est peut-être une bonne méthode. Peut-être qu'on peut proposer au Happy Men de travailler sur la base de votre livre. En fait, vous me faites penser à un truc qu'on a pensé dès le début de Happy Men, mais qu'on n'a pas beaucoup poussé, pas suffisamment, je pense. Il faudrait y revenir. En fait, on a proposé à tous les Happy Men de prendre un engagement.
de progrès. Oui. Tout petit, hein, Voilà. tout petit. Alors, soit dans le boulot, soit dans la vie privée, soit les deux. Bon. Et je pense, et il y en a un dans la vie privée qui est incroyablement simple. C'est, tu vas voir ta femme, tu l'invites au resto et vous parlez de votre répartition des responsabilités à la maison. Voilà, un engagement, pas plus que ça. Tu vas en parler, tu poses ça sur la table calmement. Enfin, bon, après, ça peut, hein, on ne sait pas. Mais voilà, tu fais ça. Avec un cours de communication non violente Non, avant. non, on peut espérer quand même. Alors, non, mais c'est un, il y a, petit pas en il y a avant, deux tout choses simple. dans ce que vous dites. Le petit pas, c'est essentiel. Essentiel. Et si on arrive sur un geste, déjà énorme. il faut être très content. Il faut voir qu'on a Ouais, fait un ouais, pas de je suis géant d'accord, je et suis qui enclenche un processus. Il faut qu'on revienne sur ces engagements à Pimel. Mais alors, la discussion sur le partage des tâches ménagères, c'est peut-être. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas exactement le partage, c'était enfin, ce qui est proposé, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que tu penses que notre couple fonctionne sur des choix qui ont été pensés entre nous? Voilà. Et en fait, ils découvrent en général avec stupeur que. Non, parce qu'attention, ça dépend de. Ils pensent surtout que les femmes du sont côté de d'accord. la femme, ça dépend de ce que souhaite la femme. Il y a un certain nombre de femmes qui sont tellement ancrées avec leurs références, leurs propres gestes, qui ne peuvent pas, et la conviction que c'est comme ça qu'il faut faire. L'homme qui arrive et qui ne range pas ses chaussons, quoi, par exemple, et qui se fait incendier, tu vas me faire le plaisir de ranger tes chaussons. C'est pas elle qui a raison, forcément. C'est deux conceptions du rapport à l'ordre et de la place des objets, et une conception plus hédoniste, plus libérale, qui peut être Comme le peut-être, passage, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. il faut c'est pas comprendre nécessaire. que dans le couple, c'est incroyable, le couple, ça fait 30 ans sur lequel je travaille dessus, je me dis comment les gens y arrivent, parce qu'il y en a qui y arrivent quand même. C'est d'une complexité absolument folle, parce que d'une part, tous les jours, on construit une culture commune dans les conversations quotidiennes, et en même temps, tous les jours, c'est un choc des cultures, parce que l'autre, il reste différent. Dans sa manière de toucher les objets, ces repères de la bonne place des objets sont différents. Le rapport au rythme, le rapport à l'argent, le rapport à tout, il y a plein de différences, ce qui est à l'origine de l'agacement et de la surprise. Comment ça se fait qu'il reste différent et que 30 ans après, il tire-bouchonne comme ça son tube de dentifrice mais c'est complètement pas normal et inacceptable. Alors il faut comprendre qu'on n'a pas raison, il faut accepter de rentrer dans le monde de l'autre et de construire la culture commune à partir de la différence. Et c'est comme ça que ça peut aider, notamment un certain nombre de femmes, à accepter, par exemple, l'homme garde l'enfant, il va le sortir, il va l'amener au square, donc il y a un petit pull qui traîne par terre, il le met comme ça, donc l'enfant est tout content, il peut se rouler par terre, et la femme qui va revenir, qui va dire « Mais tu me l'as sorti avec ce pull plein de taches, mais c'est quand même incroyable !» Alors là, il faut discuter de cet exemple-là. Est-ce que, oui, je m'en occupe, tous les hommes ne sortent pas leur enfant avec un pull plein de taches, mais je prends cet exemple un petit peu caricatural, est-ce que tu acceptes que ce soit fait comme ça? Et on va avancer à ce moment-là. Parce qu'il y a des hommes qui se découragent ou qui trouvent le prétexte commode pour se décourager, parce que de toute façon, ils font mal. Mais pour eux, ça demande un effort considérable et une fatigue de faire selon les critères de la fatigue. C'est là où trouve sa source, elle me fatigue. Ben voilà. Parce que ça, du coup, ce n'est pas un automatisme. Et ça demande un effort sur soi considérable, une fatigue et un geste conscient et contrôlé. Donc ça, ce n'est pas simple du tout. Donc il faut comprendre. On ne peut pas demander à tout le monde dans son couple de comprendre la mécanique complexe de reconstitution de ces automatismes. Il faudrait presque un petit peu, parce que c'est ça qui dédramatise et que l'on comprend que ce n'est pas une mauvaise volonté, une espèce de guerre homme-femme. C'est beaucoup plus complexe et profond que ça. Alors, est-ce que dans tous les couples que vous avez analysés, il y a des couples où il n'y a pas de confiance et où ça fonctionne quand même, ou est-ce que la confiance est indispensable? Alors, dernière question, Laurent. Il y a des couples où ça fonctionne assez bien, ou bien très bien, même pendant une période, avec des moments d'intensité. Il y a des couples où ça fonctionne coup-ci, coup-ça, un peu plan-plan, où il y a des routines. Mais alors, il faut comprendre que les routines sont nécessaires quand même. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elles deviennent complètement envahissantes. Et puis, il faut voir que dans le couple, on arrive du travail, du stress, de la compétition, etc. On espère qu'avec les Happy Men, justement, il y ait moins de stress, etc. Mais quand même, il y en a un petit peu. On est impliqué, quoi. On est impliqué. On arrive chez soi. J'avais même noté le critère de la chaussette masculine explosive dans le couple. L'homme qui arrivait, qui enlevait ses chaussures, ses chaussettes, puis
qui était tellement bien dans ce moment de reprise de souffle et de régressivité qu'il ne les rangeait pas tout de suite. Et la femme qui retombait sur les chaussettes, etc. Mais là, j'accuse pas l'homme ou la femme, c'est tout le monde dans le couple. Aujourd'hui, on a des moments nécessaires de reprise de souffle, voire d'attitude un petit peu régressive. Ah, on va s'allonger, on va enfiler le vieux vêtement d'intérieur, mais qui est vraiment très vieux. Mais Tellement le monde extérieur est agressif? Pardon? Tellement le monde extérieur est agressif? C'est-à-dire, et impliquant, et mentalement chargeant. Il y a une fatigue. On a de plus en plus un rythme à 2 temps, c'est-à-dire le rythme d'implication et le rythme de récupération. Et quand on arrive de chez soi, c'est le lieu idéal, on n'est plus sous le regard de la société. On se lâche, on enfile ce vieux vêtement d'intérieur, mais le vieux jogging ou pyjama ou je ne sais trop quoi, qui est sérieusement avachi, quoi, hein. Et on ne veut pas le voir parce que c'est une deuxième peau dans laquelle on est bien. Et le partenaire conjugal, lui, le voit, quoi, hein. Et c'est très étonnant parce que le partenaire conjugal est la personne vis-à-vis de laquelle on va faire le moins d'efforts de séduction vestimentaire. Mais il doit le comprendre et l'accepter si c'est qu'un moment. Si le partenaire n'est pas tout le temps dans son vieux pyjama, quoi. Et si, passé une certaine limite, il accepte quand même d'en changer, quoi, hein. Donc, on a ces moments qui ne sont pas extraordinaires, je dirais, besoin de bien-être et de récupération, qui sont compensés par des moments, au contraire, d'implication conjugale, de présence, de vraie présence à l'autre. Il n'y a pas de problème à un moment un peu régressif, chacun à sa manière, on se prend un bain, etc. Chacun, il faut accepter que l'autre fasse ça si, en contrepartie, il y a des moments de vraie présence, d'échange, et on l'espère de communication, y compris sur le partage des tâches conjugales. Donc il peut y avoir dans certains couples, surtout du côté des hommes, les espaces de régressif, de laisser aller un petit peu qui prennent beaucoup de place. C'est pas trop grave parce que ça peut toujours se récupérer. C'est vivant un couple, on peut le changer. Par contre, il y a une ligne rouge qui, si une fois qu'elle est franchie, qu'on ne peut plus récupérer, c'est la confiance. C'est-à-dire, il faut être dans cette politique de respect de l'autre et de restauration minimum de son estime de soi. Il faut être bienveillant avec l'autre. La bienveillance, c'est quelque chose d'essentiel, c'est tout bête. Il y a 1000 éléments qui nourrissent la relation amoureuse. Il y a la passion, il y a tout ce qu'on veut. Mais la bienveillance, aujourd'hui, est quelque chose de tout à fait central. Et quand on l'abandonne, on plonge assez vite dans le contraire. Ce que j'ai signalé, c'est-à-dire le dénigrement de l'autre, le pervers narcissique, etc. C'est l'horreur. Donc c'est la confiance, le point absolument clé. Alors, merci pour cette conclusion. Alors on a peut-être le temps de prendre quelques questions de la salle. Parce qu'en fait, une question de la salle. On aura la pause, le déjeuner, et puis surtout tout l'après-midi pour questionner. Mais c'est vrai que Jean-Claude... on a Jean-Claude, il faut en profiter. Donc alors, on a droit à une question de la salle. Et puis Jean-Claude fera l'effort de répondre de façon concise, percutante, comme il sait le faire. Une question, s'il y en a juste une. Comme ça, spontanément, qui vient ici. Bonjour, oui, pardon. Asia, bonsoir. Bonjour. Je vais me présenter, je m'appelle Asia Benziane, je suis adjointe au maire à l'égalité et aux droits des femmes dans ma commune de Fontenay-sous-Bois. Je vous remercie, Monsieur Kaufmann, pour votre présentation et la manière dont vous amenez le sujet. Ça a fait rire beaucoup de monde, beaucoup d'hommes. Et à un moment donné, je me disais, mais tiens, ils rigolent tous particulièrement sur les tâches ménagères. Et je me suis dit, il y en a forcément qui mentent et qui rigolent par circonstance, parce que le chiffre de l'INSEE, aux dernières nouvelles, si je ne me trompe pas, parce qu'il me semble que vous ne l'avez pas cité, c'est qu'en France, 80% des femmes font les tâches ménagères et qu'il y a 20%... Les femmes font 80% des tâches ménagères. 80% merci, de femmes font les tâches ménagères et du coup, il reste 20% pour les hommes. Et je me suis dit, ça veut dire que dans cette salle, s'ils rigolent tous, ça veut dire qu'ils font tous les tâches ménagères et qu'ils se reconnaissent dans les images que vous avez présentées sur le couple. Et donc ma question, elle est là, c'est-à-dire que dans les 20% d'hommes qui font ces tâches ménagères, il y a aussi après la frustration, ce que je veux bien entendre, l'homme fait mal, je le vois aussi à la maison en regardant mes parents, si mon papa fait mal, ma maman va le reprendre derrière, mais ça s'explique uniquement pour les 20% d'hommes. Et du coup, j'aimerais savoir comment on peut inciter les hommes, les autres qui ne font rien à la maison, à s'impliquer plus dans la vie domestique afin d'équilibrer, parce que je crois que c'est très important d'équilibrer, surtout quand on a vu, et vous l'avez cité tout à l'heure, la dernière BD sur la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi? Je ne sais pas si vous êtes tous au fait. C'est qu'une femme pense à tout, à longueur de temps,
et du coup, elle s'épuise. Voilà, je voulais profiter de votre expertise de sociologue, Monsieur Kaufmann, afin d'avoir peut-être quelques pistes là-dessus. Comment inciter les hommes qui ne font rien, parce que c'est une très grande majorité. Ou pas grand-chose. Et du coup, je me rends compte que ça fait rire personne, parce que je ne suis pas forcément aussi habile des mots que vous, mais c'est une réalité en France, en fait. Merci. Alors, il y a au minimum deux questions. Je vais essayer. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la première question. J'ai entendu aussi beaucoup de femmes rire sur le linge et les tâches ménagères, quoi, parce que ça fait rire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen de communication et d'expression, l'humour, qui permet de dire des choses qu'on a du mal à dire autrement, quoi. Donc là, je ne veux pas m'étendre parce qu'il faut que je fasse bref. Donc la deuxième question, comment faire? Il y a une proposition d'essayer de discuter, mais de manière un petit peu concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pas du tout d'une manière, surtout pas d'une manière agressive. Je prends le cas, par exemple, les hommes, dans ce qu'ils font un petit peu le plus, mais ils font pas énormément. Il y a par exemple la cuisine, mais c'est plutôt la cuisine exceptionnelle. Et quand il y a des amis, et donc ils vont être le grand chef, etc. Et j'ai cette femme que j'avais interrogée qui disait « mais ça m'énerve !» Donc il fait ses grandes recettes de grand chef, et il ne va pas faire la vaisselle, il faut voir le chantier qui me laisse de derrière. Et en plus, les amis, parce que c'est quand il y a des amis, il ne parle que de ce qu'il a fait, alors que c'est moi qui fais la cuisine tout le temps. Donc, elle n'était pas bien et elle l'agressait un petit peu, quoi. Et en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il faut beaucoup de sournoiserie pour les femmes, de diplomatie, de subtilité. Il faut lui dire, c'était quand même drôlement bon ce que tu as fait. Mais tu as vu, tu fais tout, tu pourrais quand même un petit peu t'occuper, gérer aussi ta cuisine toi-même. Puis tu le referas dans l'intimité, pas seulement devant les amis. Ou alors, autre attitude, observer le mari. Observer le mari parce que lui aussi a des petites maniaqueries, il y a des endroits par rapport à tel objet, tel type d'activité, où ses exigences sont plus fortes que la femme. Il y a un cas typique où les hommes, par exemple, se font piéger, pourraient se faire piéger, plus que les femmes, c'est le rangement du lave-vaisselle. Les constructeurs disent on met tout là-dedans, les enfants, tout ça, peuvent y mettre, on met le produit de lavage, on appuie sur le bouton, ça sort, c'est propre. Non, parce qu'après, il faut ranger de toute façon. Et les assiettes, ça va encore, mais tout ce qui est un peu plus incertain, les bols, les poêles, etc. Il y a 1000 architectures possibles. Et du coup, il y a une guerre silencieuse qui se développe dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien, parce que c'est n'importe quoi de remettre le bol sur la poêle, ça gêne. Et là, c'est très étonnant, et les hommes sont peut-être un peu plus architectes ou perfectionnistes, ils trouvent vraiment que la femme fait n'importe quoi dans cette disposition, et il y a une guerre silencieuse où on va revenir derrière, repositionner les objets. Et c'est une guerre de pouvoir, et celui qui va prendre le pouvoir, il va faire la vaisselle à vie. Donc là, il faut observer les petits trucs comme ça, où il y a les hommes qui sont... et du coup, c'est là qu'il peut y avoir, c'est les petites avancées qui peuvent se produire assez facilement. Jean-Claude, je pensais juste à un contre-exemple par rapport à ce que vous disiez. Moi, j'ai un copain qui a été au chômage pendant 2 ans, et pendant 2 ans, il s'occupait de tout à la maison. Donc, il faisait en particulier tous les dîners le soir, et en particulier tous les dîners de copains aussi. Et il disait, au bout de 2 ans, ce qui me fait plus pénible, c'est que chaque fois que je fais un dîner et il y a des copains, il remercie ma femme, jamais moi. Oui, alors juste, je suis désolé par une petite notation pessimiste. Je suis désolé. En général, les hommes qui sont au chômage, c'est difficile pour eux, c'est extrêmement difficile. Et lui, il était heureux. Oui, là, c'est un très bel exemple. Mais justement, là encore, il faudrait de la communication et d'explication, parce que quand on se rapproche de la précarité, qu'on risque d'être exclu de la société humaine et de la reconnaissance mutuelle, les hommes se raccrochent au travail et les femmes se raccrochent à la famille et à la maison, à des identités traditionnelles. Et l'homme qui n'a plus de travail, qui n'a plus ce pivot de reconnaissance et qui devient la femme de la maison, il est complètement paumé. Donc même s'il est chômeur, il ne va pas en faire plus ou presque plus. Et alors là, sa femme, elle explose. Et elle ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses, on n'arrive pas à communiquer parce qu'on ne comprend pas que derrière, il y a des processus complexes. Il faut comprendre un peu ces processus pour décontracter l'atmosphère et comprendre que ce n'est pas si simple souvent. Les femmes et les couples, c'est complexe. Très complexe. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Bravo.